Mabrouk lil Maghreb, Mabrouk le Sud de l'Atlas, les Lions de l'Atlas sur le score de 2-0 ont renvoyé les Diables Rouges en enfer dans une première mi-temps qui m'a paru bien plus maîtrisée de la part des Belges mais réaliste de la part des Marocains sur un but qui a été refusé. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique là. Est-ce qu'il a touché le ballon donc il était considéré comme hors-jeu? Est-ce qu'il masque la visibilité de Courtois donc on considère qu'il est hors-jeu? Est-ce qu'il joue le ballon en étant hors-jeu donc il y a hors-jeu? Plein de débats, je n'ai pas le règlement devant moi et ça c'est sujet à interprétation, tout ce genre de trucs. Certes, ça n'influence pas aujourd'hui le Maroc, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de tergiverser et de rester là-dessus, même si c'est un gros problème et on a besoin de règles très très précises. Mais le Maroc s'en sort tout de même malgré ce petit but refusé hors jeu. J'ai senti vraiment une équipe qui avait du mal en première période. Lorsque c'était la Belgique qui posait le jeu, j'avais l'impression que le Maroc avait énormément de mal à ressortir le ballon proprement et aller de l'avant. Mais en deuxième période, lorsque c'est le Maroc qui a posé son jeu, qui a joué le regragui ball, le jeu offensif, à ce moment-là, je me suis dit, ça c'est beau à voir. Et je sens que en continuant comme ça, ils pourront aller chercher leur premier but. Et ils ont réussi à chercher leur premier but. Je crois que c'est aussi l'une des seules équipes africaines qui n'a pas encaissé de but parce que le Sénégal a encaissé contre les Pays-Bas, la Tunisie a encaissé contre l'Australie, le Ghana a encaissé contre le Portugal et le Cameroun a encaissé. Donc le Maroc reste la seule équipe africaine à ne pas avoir encaissé de but. On sent la solidité défensivement, même si en première période j'ai senti à des moments qu'il n'y avait pas de communication entre Mounir, parce que oui, c'était pas Yassine Bounou qui était au cage, mais Mounir El Haddadi qui était au cage aujourd'hui. J'ai senti que lui et Romain Saïs, ça communiquait pas assez. Soit Romain Saïs a entendu Mounir communiquer avec lui et lui a dit de laisser le ballon, mais n'a pas totalement confiance en lui, donc a préféré dégager en corner. Soit Mounir n'a pas communiqué avec Romain Saïs en pensant qu'il allait lui laisser la balle. Toujours est-il que ce genre de problème de communication, faut y faire vraiment très très attention parce que ça peut coûter très très cher à l'avenir. Ça aurait pu être un corner qui amenait à un but, donc il faudra faire attention à cela. Et pour les points négatifs maintenant, il n'y en a certes pas autant que le match contre la Croatie, mais il y a toujours quelques petits points négatifs qui me dérangent. D'une part, Youssef En-Nesyri en tant que buteur, waouh, c'est impressionnant. Je crois que c'est l'une des premières fois de ma vie que j'ai vu un contrôle du menton à un moment donné où il aurait pu faire contrôle de la poitrine s'il avait mieux lu la trajectoire de la balle et ensuite ça aurait pu partir en grosse frappe ou frappe qui sera contrée qui emmènera un corner. Donc Youssef En-Nesyri est toujours un petit problème. Toujours est-il que je ne mettrai quand même pas Hamdallah en buteur titulaire au début de match parce que c'est justement là où il faut savoir gérer tes super subs et Hamdallah je le vois mieux en tant que super sub plutôt qu'en tant que titulaire. Je le vois pas autant peut-être apporter, ça reste de la fiction j'imagine, mais peut-être que s'il était titulaire il apporterait encore plus. Mais c'est un peu ma vision de voir les choses. Je pense que Youssef En-Nesyri pour presser sur les défenses, jouer ce rôle-là en première mi-temps et ensuite mettre vers la 60e, 65e Hamdallah pour ensuite essayer de marquer des buts et jouer de la tête sur des remises en tant que pivot ou même en tant que finisseur. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Donc il va falloir supporter Youssef En-Nesyri malgré son manque de qualité de pur buteur offensivement. Et ensuite sur tes dernières minutes avoir quelqu'un de mieux offensivement dès lors que Youssef En-Nesyri est sorti. Je voudrais aussi revenir sur Sofiane Bouffal. Je l'ai terminé lors du match contre la Croatie où je le trouvais immature, très très individuel. Maintenant, il faut dire qu'il y a eu du progrès sur ce match-là. J'ai vu quelqu'un d'un peu plus collectif. J'ai vu quelqu'un qui, lorsqu'il faisait son premier dribble, n'allait pas chercher son deuxième dribble et n'était pas gourmand. Quelqu'un qui allait tirer immédiatement, qui cherchait la passe. Donc c'est quelque chose de positif pour lui. Maintenant, lorsqu'il est sorti, j'ai quand même pas trop apprécié la façon dont il sort, la façon dont il regarde Walid Regragui. Pourquoi tu me fais sortir? Et pour le coup, bah, tu le fais sortir, tu fais rentrer Zakaria Boukhlel qui lui est buteur ensuite. Mais il faut apprendre à sortir. Il faut apprendre que là, tu ne joues pas pour toi-même, tu joues pour la sélection nationale. Et ce que le sélectionneur voit de mieux, même si ce n'est pas toujours bon ou mauvais, ce que le sélectionneur voit de mieux, il faut le respecter, il fallait sortir. Maintenant, c'est juste pour chipoter parce que je puisse comprendre que tu peux être vraiment complètement énervé de sortir, tu voulais ton but, tu voulais apporter plus pour ta sélection nationale. Il y a des entraîneurs qui voient ça comme étant quelque chose de positif, un joueur qui est énervé en sortant. Il y en a d'autres qui voient ça comme étant un peu de l'irrespect, tu respectes les choix de ton entraîneur, en plus tu joues en sélection nationale. Donc à chacun sa façon de voir les choses, mais en tout cas Soufiane Bouffal sort, Zakaria Boukhlel rentre et but. Sabiri aussi, quel crack. Ce mec, je le connaissais vraiment pas. Là, je l'ai découvert pendant la Coupe du Monde. Je l'avais un peu vu pendant les matchs de préparation juste avant, qu'on avait eu en septembre et qu'on a eu dernièrement. Mais waouh, ce mec impressionnant. Le coup franc rentrant qu'il met, j'avais peur que carrément ils disent que Romain Saïs était hors jeu à un moment donné. J'avais peur de ça, comme sur le premier but. Mais clairement, très très belle prestation de la part de nos frères marocains. Très beau jeu lorsqu'ils sont en phase offensive, ils arrivent à porter leur jeu et à poser et aller de l'avant et nous donner quelque chose de beau. Donc c'est tout à leur honneur et tout à l'honneur de l'Afrique. C'est aussi quelque chose de très très positif
3 points de gagné, tu avais déjà un point contre la Croatie, tu as aujourd'hui 4 points, tu as ton destin qui est complètement entre tes mains, il te suffira de battre le Canada ou même dans le pire des cas avec les matchs nuls, tu peux potentiellement passer, mais il faut absolument pas réfléchir aux matchs nuls et c'est la victoire qui compte. Et quelques mots pour finir avec les Diables Rouges, avec la Belgique. Lorsqu'ils prennent le premier but, j'ai pas vu de sursaut d'orgueil, j'ai pas trouvé l'état d'esprit beau de la part de la Belgique. Des déclarations comme Kevin De Bruyne qui te dit si on continue comme ça, on va pas gagner, ça je suis d'accord, au moins tu es réaliste avec toi-même, mais sortir des phrases comme on est trop vieux, on gagnera pas la Coupe du Monde, pour moi, l'état d'esprit y est pas malheureusement. Et on l'a vu en théorie et on l'a vu en pratique. Deuxième des choses, c'est quand la Belgique a affronté l'Égypte et qu'elle a perdu 2-1. Certaines personnes se sont bien plus focalisées, je pense, sur des erreurs d'arbitrage plutôt que de se concentrer sur la manière dont tu as pris tes buts, sur ta défense qui est complètement à la ramasse et qui est complètement désordonnée. Je pense que ça aurait été mieux de travailler sur ça. Monsieur Martinez aurait dû travailler sur ça. Le deuxième but marocain vient du fait que tu es complètement désordonné défensivement, à l'image du deuxième but que tu avais mis l'Égypte. Donc je pense que parfois, mieux vaut se remettre en question, ne pas se chercher d'excuses et on y arrivera. Ça vaut pour toutes les équipes. En l'espèce là, c'était pour la Belgique, mais ça vaut absolument pour toutes les équipes. Et je vous laisse maintenant avec un petit extrait de mon appel avec mon frérot Hakim. Hakim qui lui n'avait jamais de mémoire connue, oui, logiquement, ouais, parce qu'en 2018, c'était la première fois qu'il voyait le Maroc jouer en Coupe du Monde, il n'y a pas eu de victoire. En 98, je ne sais pas si le Maroc a gagné des matchs de Coupe du Monde, mais il n'était pas né. C'est sa toute première victoire marocaine en Coupe du Monde. Donc je vous laisse avec l'appel et ça m'a fait chaud au cœur de le voir comme ça en tout cas. Dédicace à toi frérot. Et c'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire à part Dima Maghreb, Tahia al Maghreb. Et cette victoire est pour tous les Marocains, pour tous les Africains, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci à vous pour cette belle prestation en tout cas. Et c'était une belle victoire. Déjà pour le Maroc lui-même, pour l'Afrique, parce que ça redresse l'image de l'Afrique un peu. Et ensuite, quelle prestation de Walid El Regragui quand même. Il a su gérer la première mi-temps. Défensivement, il a su gérer. Il y avait des petits problèmes à la relance, j'ai pas trop kiffé, mais deuxième mi-temps, lorsqu'il a posé lui son jeu, j'ai adoré. J'ai adoré, là, il y avait rien à dire. Bah, on attend ton débrief, petit pharaon, et merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, frérot, et encore Mebrouk, et merci pour le taïb nana. On adore. Dima Maghreb. Dima Maghrib. Vas-y, frérot.